À 4 heures avant l'aube, 57 camions s'immobilisent brutalement et la scène cesse d'être un simple contrôle de frontières. Sous une aide humanitaire apparente, l'interception révèle une logistique et des flux financiers cohérents, transnationaux, imposant une lecture stratégique plutôt qu'un réflexe policier. Quand l'État affirme pouvoir mesurer, expliquer et contenir la menace avant qu'elle ne dicte la peur collective, que doit en conclure un citoyen et que change Ibrahim Traoré dans cette méthode? Si le convoi passait, l'équilibre institutionnel, régional et narratif basculait d'un seul coup, et l'après s'écrivait ailleurs. Ce récit ne promet pas un spectacle ni une révélation sensationnelle, mais une méthode pour comprendre ce qui s'est réellement joué avant, pendant et après l'interception. L'objectif est simple et mesurable: donner au lecteur des repères clairs pour distinguer faits documentés, hypothèses raisonnables et récits intéressés, afin de réduire la confusion plutôt que de l'alimenter. L'enjeu dépasse largement la nuit du 16 août. Il touche à une question centrale. Qu'est-ce qu'un État démontre lorsqu'il choisit de documenter une menace avant de la raconter? Et comment cette discipline influence la confiance publique? Dans un contexte sahélien marqué par la circulation diffuse des armes et la saturation des narratifs sécuritaires, chaque interception peut devenir soit un outil de stabilisation, soit un déclencheur de panique collective. Ce qui est analysé ici, ce n'est donc pas seulement ce qui a été saisi, mais ce que cette saisie révèle sur la capacité institutionnelle à anticiper, prouver et neutraliser sans céder à l'urgence médiatique. Comprendre cette différence permet de lire l'événement non comme une parenthèse, mais comme un test de maturité politique. La saisie ne correspond pas à un simple coup de filet. Elle révèle une capacité militaire prépositionnée évaluée à plus de 700 millions de dollars. En moins d'un quart d'heure, 57 camions sont neutralisés sans affrontement majeur, signe qu'un verrou avait été préparé en amont et déclenché sans improvisation. Ce point change immédiatement la lecture. Avant l'aube du 16 août, les véhicules ne convergent pas par hasard. Ils partent de zones distinctes, roulent sans phare, progressent à des rythmes différents, puis se regroupent près de la frontière togolaise selon une synchronisation trop précise pour être fortuite. Cette méthode vise à retarder toute alerte en compartimentant les rôles et en réduisant les signaux visibles. La question centrale n'est donc plus seulement ce que transportaient ces camions, mais comment une convergence aussi coûteuse a pu rester silencieuse si longtemps. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré est informé heure par heure. La consigne qu'il transmet est constante: éviter l'emballement narratif et privilégier la cohérence du dossier. Chaque camion devient une scène distincte. Chaque conducteur est interrogé séparément, chaque numéro de série consigné. L'opération cesse d'être un événement spectaculaire et se transforme en enquête systémique orientée vers les itinéraires, les flux financiers et les commanditaires potentiels. Le contexte régional renforce encore la gravité. Dans le Sahel, la circulation d'armes est diffuse, mais rarement structurée à cette échelle. Ici, les premiers indices pointent vers une chaîne transnationale capable d'acheter, stocker et livrer en masse sur plusieurs mois. Le convoi apparaît alors comme la partie visible d'un plan plus large et l'interception comme un test précoce de souveraineté documentaire, prouvé par des faits traçables que l'État peut agir avant que la peur ne prenne le pouvoir. Le fil humain de l'interception passe par un officier de terrain, le capitaine Moussa Kaboré, responsable des gardes-frontières dans la région des Canaries. Depuis des années, il observe les routes comme un système vivant, attentif aux écarts d'horaire, aux ruptures de cadence et aux détails qui signalent un passage anormal.
Dans la nuit du 16 août, ce ne sont pas les camions eux-mêmes qui l'alertent en premier, mais leur discipline inhabituelle. Une synchronisation trop propre, des phares éteints, une avancée silencieuse qui trahit une préparation longue. Sous son commandement, 15 hommes se déploient rapidement, appuyés par 2 véhicules blindés légers et un drone militaire. Le dispositif est volontairement sobre. Il ne cherche ni l'effet d'annonce ni la démonstration de force, mais la maîtrise du temps et de l'espace. Lorsque les premiers camions sont immobilisés, l'unité comprend immédiatement qu'elle ne fait pas face à une irrégularité isolée, mais à une structure organisée qui accepte soudain d'être figée. L'ouverture des premières caisses provoque un basculement perceptif. Sous des sacs de farine et de lait en poudre apparaissent des armes neuves conditionnées avec une rigueur industrielle. Pour Caboret, l'impact était clair. Ce qui est intercepté n'est pas une cargaison opportuniste, mais une capacité de basculement prête à être activée. L'information remonte rapidement vers Ouagadougou, déclenchant une coordination resserrée et une consigne simple. Préserver les preuves, éviter toute panique, tenir la ligne. À ce stade, l'effet précoce est déjà mesurable. L'interception ne stoppe pas seulement un convoi, elle transforme une nuit de surveillance en moment de clarification. La menace cesse d'être abstraite et l'action cesse d'être improvisée. L'essentiel, c'est que l'arrêt à temps change plus que la nuit. Avant l'interception, tout semble presque banal. Des camions empruntent des axes secondaires chargés de marchandises présentées comme humanitaires, avançant sans attirer l'attention immédiate. Pourtant, en amont, l'activation est déjà engagée. Les départs ont lieu depuis des points distincts, à des horaires calculés, avec une discipline qui réduit les signaux visibles. L'objectif est clair, rendre la masse invisible jusqu'au dernier moment, puis provoquer une convergence tardive, quand il est trop coûteux de faire demi-tour sans être vu. À mesure que la nuit avance, la mécanique s'ajuste. Les véhicules progressent sans phare, à des vitesses différenciées, puis se rapprochent d'un point de regroupement près de la frontière togolaise. Cette synchronisation n'est pas improvisée. Elle suppose du temps, des relais et une confiance dans le silence. C'est précisément à cet instant que le verrou est décidé. Le choix n'est pas de perturber partiellement, mais d'attendre que la file soit complète pour agir sur l'ensemble. Le basculement se produit à 4 heures. Les accès se ferment presque simultanément. Les routes secondaires sont coupées, les patrouilles avancent par segments et le premier camion s'arrête. Puis le second, puis le troisième. L'effet domino s'enclenche sans heurts inutiles. En moins d'un quart d'heure, 57 véhicules sont immobilisés. Cette rapidité ne vise pas le spectaculaire. Elle traduit une option tactique assumée, privilégier la capture intégrale plutôt qu'une interruption fragmentaire qui laisserait des angles morts. Le climax intervient lorsque les bâches sont soulevées. Sous les sacs de farine et de lait en poudre apparaissent des armes neuves, alignées avec une précision industrielle. Le choc ne vient pas seulement de l'arsenal, mais de sa cohérence. Les volumes suggèrent un dépôt militaire reconstitué et prêt à être déplacé. Sur le terrain, la perception change. L'unité comprend qu'elle n'a pas stoppé une irrégularité, mais intercepté une capacité opérationnelle complète. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré reçoit les premiers des rapports consolidés. Il écarte toute tentation de mise en scène. La consigne est nette, sécurisation totale du périmètre, aucune preuve détruite, aucune improvisation narrative. Des équipes spécialisées sont déployées. Chaque mètre est balisé, photographié, consigné. Les numéros de série deviennent centraux, non pour raconter une histoire, mais pour relier des objets à des itinéraires et à des chaînes d'achat. Les répliques suivent rapidement. En milieu de journée, certains conducteurs paniquent et tentent de fuir, révélant une intention simple,
disparaître avant que l'image ne devienne preuve. Les chemins sont déjà bloqués, de nouveaux camions sont ouverts et l'ampleur dépasse les premières estimations. L'événement cesse d'être une saisie ponctuelle. Il devient une séquence stratégique stoppée avant son déclenchement. Dans l'espace public, l'onde se propage. Les médias relaient l'opération. Les réseaux sociaux s'emplissent de récits concurrents. Et la population oscille entre fierté et inquiétude. Pourtant, la ligne de conduite ne change pas. Préserver la chaîne de preuves prime sur l'accélération du récit. Ce choix transforme l'après immédiat. L'action ne se referme pas sur un moment spectaculaire. Elle s'ouvre sur une démonstration méthodique, où chaque détail compte plus que l'émotion du moment. Le passage à l'analyse chiffrée change le statut de l'interception. Avant l'inventaire, l'événement pouvait encore être interprété comme une opération sécuritaire lourde mais isolée. Après, il devient une lecture de capacité. La première mesure structurante concerne le volume d'armes légères recensées. Les équipes identifient environ 25 000 fusils de type AK-47, dont une part renvoie à des stocks libyens post-2011. Ce chiffre ne décrit pas seulement une quantité, il décrit une intention. Équiper durablement plusieurs unités avec des pièces interchangeables et une logistique compatible sur la durée. La référence de départ est connue. Dans le Sahel, les saisies habituelles se comptent en centaines, parfois en quelques milliers d'armes, souvent hétérogènes et incomplètes. L'écart est ici brutal. Passer à des dizaines de milliers d'armes neuves, conditionnées de manière homogène, signifie franchir un seuil. On ne parle plus d'intimidation ponctuelle ni de contrebande opportuniste, mais de la constitution d'une capacité de contrôle territorial prolongée. La masse elle-même devient un signal stratégique. Un second ensemble chiffré affine encore la lecture. Près de 10 000 fusils de type M16 sont identifiés, portant des codes associés à des chaînes d'exportation européennes. Pris isolément, ce détail pourrait sembler secondaire. Pris en combinaison, il devient révélateur. Mélanger des origines matérielles réduit le risque de détection par un point unique et prouve l'existence d'un réseau capable d'acheter, stocker, reconditionner, puis livrer à grande échelle. L'écart n'est pas seulement quantitatif, il est organisationnel. Le troisième chiffre modifie directement l'équation tactique. Plus de 400 missiles antiaériens sont découverts dans différents conteneurs, certains encore scellés. Ces systèmes ne servent pas à des actions symboliques. Ils sont conçus pour nier l'accès aérien et contraindre les mouvements adverses. Leur présence rend incohérente l'hypothèse d'un trafic improvisé. Elle soutient au contraire l'idée d'un plan destiné à créer une fenêtre de vulnérabilité durable, capable de forcer des décisions politiques sous pression. Pris ensemble, ces trois indicateurs déplacent l'analyse. La référence régionale parlait de flux diffus et fragmentés. Le delta observé révèle une architecture pensée à l'avance. Stockage anticipé, conditionnement standardisé, transport calibré pour une activation rapide. Les chiffres cessent d'être des données brutes. Ils deviennent une carte de capacité lisible pour quiconque accepte de les relier plutôt que de les isoler. C'est dans ce cadre que la décision d'Ibrahim Traoré d'exiger le croisement systématique des numéros de série avec des bases partenaires prend tout son sens. Elle vise à réduire deux risques simultanément, l'erreur d'attribution et la capture du récit. Plus la chaîne de preuves est claire, moins l'interprétation arbitraire dispose d'espace. Ici, la quantification n'est pas un outil de communication. Elle devient un instrument de stabilité narrative. Reste une interrogation lourde. Comment une architecture aussi massive a-t-elle pu converger si tard dans la détection? La réponse ne nécessite pas d'ajouter des hypothèses. Elle impose de relier patiemment les volumes aux routes, les routes aux paiements,
et les paiements au centre de décision. Et c'est dans ce passage du chiffre à la relation que la preuve change de nature. Elle n'explique plus seulement ce qui a été saisi. Elle commence à expliquer pourquoi l'événement ne pouvait pas être anodin. Dès que l'affaire devient publique, deux interprétations concurrentes s'imposent dans le débat et les présenter sans caricature est indispensable pour comprendre ce qui se joue réellement. La première lecture, dite minimaliste, soutient que l'État aurait amplifié la menace afin de consolider son autorité. Dans cette perspective, l'interception servirait avant tout de levier politique interne. Dramatiser un épisode grave pour ressouder l'opinion, marginaliser les oppositions et reprendre l'initiative médiatique dans un contexte institutionnel fragile. Les défenseurs de cette thèse ajoutent que, dans des environnements instables, l'urgence sécuritaire permet souvent de justifier des procédures exceptionnelles. L'événement serait alors essentiellement domestique. La dimension régionale et transnationale ne serait qu'un décor, mobilisé pour donner de la profondeur à un récit de souveraineté sans que l'architecture interceptée n'implique nécessairement une ingérence extérieure structurée. La seconde interprétation, maximaliste, affirme au contraire qu'il s'agit d'une opération concertée d'envergure régionale, voire internationale. Elle insiste sur la convergence de 57 camions, la diversité des provenances matérielles et la sophistication du camouflage humanitaire. Dans ce cadre, l'interception n'est ni un accident, ni un trafic opportuniste, mais une action planifiée sur plusieurs mois, et a conçu pour contourner les radars et reconfigurer un rapport de force politique et militaire. Cette lecture souligne également la discipline logistique observée: départs multiples, convergence tardive, compartimentation des rôles et ignorance partielle des exécutants. Pour ses partisans, ces éléments ne peuvent être expliqués par une improvisation interne. Ils supposent des relais financiers, des chaînes d'achat complexes et une confiance élevée dans la discrétion du dispositif jusqu'à sa phase finale. Le test analytique n'est pas de choisir l'histoire la plus frappante, mais de déterminer laquelle explique le mieux l'ensemble des faits disponibles sans forcer les données. Or, plusieurs éléments pèsent de lourd contre une lecture strictement domestique. Les preuves matérielles relient des numéros de série à des stocks libyens post-2011 et à des circuits d'exportation européens, dessinant une cohérence transnationale difficile à réduire à un artifice narratif. De plus, la méthode logistique observée correspond davantage à des schémas conçus pour réduire les signaux qu'à une mobilisation improvisée à des fins politiques internes. Enfin, l'aveu d'un chauffeur, convaincu de transporter de simples marchandises civiles, suggère une architecture où chacun sait peu afin de protéger un centre décisionnel éloigné. Pris ensemble, ces éléments rendent que la thèse maximaliste plus parcimonieuse, non parce qu'elle dramatise, mais parce qu'elle relie. Dans ce cadre, la position d'Ibrahim Traoré apparaît moins comme une mise en scène que comme une tentative de stabiliser l'analyse par la preuve. En refusant de conclure avant consolidation documentaire, l'État limite l'espace des récits extrêmes. La réfutation ne repose pas sur l'intention déclarée, mais sur la densité des éléments explicatifs. C'est cette densité, plus que le ton, qui tranche. À mi-parcours de l'enquête, un élément déplace brutalement la compréhension du dossier. Des documents préparatoires apparaissent structurés, cohérents, déjà rédigés pour un après qui n'a pas eu lieu. Ils décrivent une séquence politique prête à être enclenchée une fois la capacité matérielle en place. L'arsenal cesse alors d'être un simple moyen logistique. Il devient la garantie d'un calendrier, la condition matérielle d'un basculement déjà pensé. Ce point médian change la nature de l'interception. Jusqu'ici, l'État pouvait être perçu comme réactif, bloquant une menace en mouvement.
Désormais, il apparaît préventif, neutralisant un déclencheur avant qu'il n'entre en scène. La différence est décisive. On ne stoppe plus un flux, on désamorce une mécanique. Le risque n'était pas seulement sécuritaire, il était institutionnel et narratif. Présentés à Ibrahim Traoré, ces éléments entraînent un ajustement immédiat de la stratégie. La priorité n'est plus uniquement la sécurisation du terrain, mais la protection du récit par la preuve. Chaque fichier, chaque identité multiple, chaque échange codé est traité comme une pièce d'un maillage plus large, reliant finance, logistique et couverture politique. L'objectif devient clair, empêcher que l'histoire ne soit racontée par d'autres avant d'être démontrée. À partir de ce moment, l'affaire change de statut. Elle n'est plus une saisie spectaculaire, mais une exposition méthodique d'un plan interrompu. Pour les institutions nationales, l'effet est d'abord structurel. L'interception transforme une alerte ponctuelle en protocole durable. Les chaînes de commandement sont resserrées, la coordination interservice devient routinière, et la gestion de la preuve passe d'un réflexe sécuritaire à une architecture administrative. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, l'État adopte une ligne claire, documentée avant de proclamer. À court terme, cette discipline renforce la crédibilité institutionnelle. À moyen terme, elle impose un coût organisationnel réel, mais réduit l'espace des récits concurrents. Pour les entreprises, l'onde de choc est paradoxale. D'un côté, des signaux de prudence extérieure et des annonces de restrictions potentielles créent un climat d'incertitude, notamment pour les importations stratégiques et les assurances. De l'autre, certains partenaires alternatifs se manifestent, attirés par la lisibilité nouvelle du cadre décisionnel. Le résultat n'est ni un isolement mécanique ni un redémarrage immédiat. C'est un réalignement progressif où certaines activités ralentissent tandis que d'autres se redéploient vers des circuits perçus comme plus stables. Pour les citoyens, l'impact est surtout psychologique. Les images d'arsenaux interceptés produisent une émotion ambivalente. Soulagement d'avoir évité le pire, inquiétude face à ce qui aurait pu se produire. La sécurité cesse d'être une abstraction. Elle devient une expérience collective liée à des preuves visibles et à des procédures compréhensibles. Cette visibilité apaise autant qu'elle rappelle la fragilité de l'équilibre. La confiance ne repose plus sur la promesse, mais sur la méthode observée. Pour la région, enfin, la conséquence est stratégique. Une opération stoppée à une frontière modifie les calculs des capitales voisines. Des audits internes sont lancés, des échanges de renseignements s'intensifient et de nouvelles coordinations apparaissent, non par solidarité de principe, mais par intérêt partagé. Le signal envoyé est simple. Une convergence lourde peut être détectée et neutralisée si les signaux faibles sont reliés à temps. Pris ensemble, ces quatre cercles montrent que l'événement dépasse largement la saisie initiale. Il reconfigure des comportements, des attentes et des alliances. La question centrale n'est plus seulement ce qui a été arrêté, mais ce qui a été rendu visible. En ce sens, l'affaire marque un seuil, elle transforme une menace latente en apprentissage collectif et replace la preuve au cœur de la confiance publique. À partir des éléments déjà observables, trois trajectoires plausibles se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Elles ne sont ni des prédictions ni des promesses, mais des cadres de lecture permettant de penser sous contrainte, sans ajouter de faits nouveaux ni forcer l'incertitude. Dans un scénario de base, la stabilisation est progressive et incomplète. L'enquête judiciaire avance par strates, consolide des dossiers solides sans tout résoudre immédiatement, et les institutions renforcent leur routine de contrôle. Les tensions diplomatiques persistent, mais restent contenues. Les partenariats existants se recomposent lentement, sans rupture franche.
Les dispositifs annoncés après l'interception produisent des effets discrets, parfois invisibles au quotidien, mais réels dans la réduction des angles morts. Dans cette trajectoire, le pays tient plus qu'il ne transforme. La priorité devient l'endurance administrative, maintenir la méthode quand l'urgence médiatique s'estompe. Dans un scénario plus favorable, l'affaire déclenche un effet d'entraînement au-delà des frontières immédiates. La démonstration de capacité documentaire fait précédent. Elle encourage un partage de renseignements plus dense et des coopérations opérationnelles régulières. Des échanges régionaux se structurent sur des bases plus pragmatiques et certains investissements se réorientent vers des projets perçus comme plus lisibles institutionnellement. La transparence cesse alors d'être défensive. Elle devient un actif politique, transformant une interception en levier de crédibilité durable. Dans un scénario plus dur, une contre-offensive silencieuse s'installe. Elle ne prend pas la forme d'une confrontation directe, mais d'une érosion progressive. Pression financière, durcissement de certains partenariats, campagne de désinformation, hausse des coûts logistiques. L'économie quotidienne se tend et la cohésion construite pendant la crise est mise à l'épreuve. La bataille n'est plus sécuritaire au sens strict. Elle devient narrative et administrative, exigeant une constance difficile à tenir dans le temps. Une recommandation traverse ces trois scénarios. Penser en capacité d'anticipation plutôt qu'en réflexe de réaction. Si l'État continue à relier les signaux faibles, à documenter avant de proclamer et à transformer chaque alerte en routine, alors la vulnérabilité recule, même sans certitude absolue. La méthode n'élimine pas le risque, elle en réduit le coût. Au-delà des institutions et des scénarios abstraits, l'événement se prolonge dans la vie quotidienne à travers des expériences concrètes. Il est reçu, interprété et intégré différemment selon les positions sociales. Mais partout, il modifie la manière de percevoir la sécurité et l'information. Un premier cercle concerne celles et ceux qui vivent la sécurité au jour le jour. Soldats, agents publics, enseignants, chauffeurs de nuit, familles, des zones frontalières. Pour eux, l'interception n'est pas un épisode géopolitique lointain, mais une nuit qui aurait pu basculer en quelques minutes. Les images d'armes saisies produisent un double effet. Elles soulagent parce qu'un danger a été arrêté et elles inquiètent parce qu'elles rendent visible ce qui aurait pu se déployer. Dans ce cercle, un changement discret apparaît. La vigilance devient plus concrète, liée à des procédures compréhensibles plutôt qu'à des injonctions abstraites. Un deuxième cercle rassemble la diaspora et les observateurs éloignés, géographiquement mais proches émotionnellement. Confrontés à des récits internationaux simplifiés, parfois contradictoires, ils cherchent des repères stables. L'affaire devient alors un point d'ancrage méthodologique. Des preuves existent, des chaînes sont documentées, des décisions sont traçables. Le geste qui en découle est modeste mais structurant. Comparer systématiquement les discours aux éléments vérifiables avant de relayer une interprétation. Et cette posture ne crée pas l'unanimité, mais elle protège la discussion de l'emballement. Un troisième cercle concerne celles et ceux qui veulent comprendre les mécanismes plutôt que les slogans. Étudiants, journalistes, chercheurs, citoyens attentifs. Pour eux, l'interception offre une matière rare. Comment un réseau se dissimule. Comment une preuve se consolide. Comment un récit se construit ou se bloque. L'apprentissage principal est simple. Poser la question de la relation entre les faits avant celle de l'intention. Cette discipline intellectuelle devient une compétence civique. Dans ces trois cercles, une intuition commune se forme. La protection ne commence pas par la peur, mais par l'attention aux signaux faibles et à la qualité de l'information partagée. Une société gagne en stabilité quand ses membres comprennent non seulement ce qui arrive, mais comment cela est établi.
Après l'interception, l'enjeu n'est plus de commenter l'événement, mais d'en extraire une capacité durable. La réponse annoncée s'organise donc comme une feuille de route, pensée pour transformer une opération ponctuelle en méthode reproductible. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, l'objectif affiché n'est pas la célébration, mais l'institutionnalisation. La première étape concerne la chaîne du renseignement. Chaque poste frontalier doit disposer d'un dispositif de détection connecté et d'un officier d'analyse dédié. L'idée est simple, réduire les angles morts qui permettent des convergences tardives. Le critère d'évaluation n'est pas rhétorique. Il repose sur la capacité à détecter un schéma comparable à Zornarneva avant sa phase finale, même si cela signifie intervenir plus tôt avec moins de visibilité publique. La deuxième étape porte sur la conversion des capacités Zegekyuksesi. Les armes interceptées ne sont pas seulement neutralisées. Leur recyclage alimente un fonds destiné à renforcer l'équipement des unités frontalières et à financer des formations locales. Le succès se mesure ici par des indicateurs opérationnels. Disponibilité accrue des unités, montée en compétences mesurables, réduction des délais de réponse. Troisièmement, la création d'un pôle judiciaire spécialisé vise à traiter les crimes transnationaux liés au flux d'armes. Rattaché au plus haut niveau de l'État, ce pôle doit accélérer l'instruction tout en consolidant la solidité des dossiers. La rapidité ne vaut que si elle s'accompagne de preuves durables, capables de résister aux pressions politiques et médiatiques. Quatrièmement, le renforcement de la coopération régionale devient central. Des échanges réguliers de renseignements et des opérations conjointes sont privilégiés, non par solidarité déclarative, mais par intérêt partagé. La performance se lie dans la continuité de ces échanges, y compris lorsque le contexte diplomatique se tend. Enfin, inscrire cette méthode dans l'éducation civique complète l'ensemble. Expliquer comment une menace se repère, se documente et se neutralise contribue à faire de la preuve une habitude collective. La feuille de route poursuit un objectif unique, que la souveraineté ne soit pas proclamée mais démontrée étape après étape. Dans les jours qui suivent, une image s'impose sans discours. Le métal chauffe, rougit, puis se liquéfie lentement, comme si la menace elle-même perdait sa forme. Ce qui avait été conçu pour dominer devient matière brute, promise à un autre usage. La transformation est volontairement visible. Elle n'est ni rapide ni spectaculaire. Elle est irréversible. Le capitaine Moussa Kaboré réapparaît alors comme le fil discret du récit. Il tient un fragment fondu, souvenir compact de la nuit du 16 août. Quelques minutes de décision, une synchronisation trop parfaite, puis une route fermée avant l'irréparable. Autour de lui, les regards comprennent sans explication. La victoire n'est pas dans l'affrontement. Elle réside dans l'attention portée aux détails et dans la capacité à agir avant que l'urgence ne dicte le tempo. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré observe cette scène avec une lucidité sans triomphe. Rien ici ne relève de l'héroïsme facile. La leçon est plus exigeante. La souveraineté ne tient pas à un instant décisif, mais à la répétition patiente de la preuve. Elle se construit quand un État accepte de documenter encore et encore sans céder à la tentation du récit commode. Ce rappel referme la boucle. De la nuit tendue au métal en fusion, le sens se déplace. Protéger ne signifie pas seulement arrêter. Protéger, c'est transformer une interception en méthode et une méthode en mémoire collective. L'histoire du 16 août ne se prolonge pas comme un slogan, encore moins comme une certitude définitive. Elle s'installe plutôt comme une invitation à la maturité civique. Ce qui a été montré n'est ni une victoire totale, ni une promesse d'immunité durable. C'est une méthode rendue visible, relier des faits, consolider des preuves,
accepter la complexité sans la réduire à un récit confortable. Dans un espace public saturé d'images rapides et de conclusions hâtives, ce choix a une portée sociale. Il rappelle que la confiance ne naît pas de l'emphase, mais de la cohérence répétée. Parler de cet événement peut rester simple, comparer les affirmations aux éléments documentés, distinguer le spectaculaire du vérifiable et refuser les raccourcis qui fabriquent des certitudes fragiles. Ces gestes n'alignent pas les opinions, ils élèvent la discussion. Une société gagne en stabilité lorsqu'elle apprend à poser la bonne question avant d'adhérer à une réponse séduisante. La question demeure ouverte. Au-delà d'un pays et d'un moment précis, comment transformer une nuit critique en vigilance durable, sans laisser la peur guider la suite? La réponse dépend moins des mots que de l'attention portée aux faits.